Et puis tout le reste. Et puis attendez, vous voulez pas d'insecticide? Bien. Hein, je vous signale que la chauve-souris, ça becte quand même 3000 insectes par jour. Vous avez trop d'insectes? Élevez des chauves-souris. Mais élevez tout ça. Tout le monde sait depuis l'école primaire que la coccinelle, ça becte quand même 100 pucerons par jour. Vous avez des pucerons, élevez des coccinelles. Élevez des abeilles. Ah, tiens, je sais pas si vous m'avez vu à la télé vendredi dernier, les abeilles. Les abeilles, c'est vachement grave. Hein. Les abeilles, c'est super grave. Ah non, mais là, on ne plaisante plus du tout. Les abeilles meurent à raison de 30% tous les ans, depuis 10 ans. Mais attendez, mais il n'y a pas que les abeilles, les papillons, on a perdu la moitié de nos papillons. Hein. Là, j'ai fait une expérience quand même. J'ai fait 3 heures de voiture pour venir dans Gênes. Bon, à la fin, j'ai nettoyé quand même mon pare-brise. Dans le temps, quand on faisait 3 heures de bagnole au mois de juillet, il fallait nettoyer son pare-brise tous les 100 km. Ça, c'est un truc super concret maintenant. Hein. Bon, mais attendez, à quoi ça sert tous ces animaux? Ça sert à produire 85% des plantes. Là, vous avez notre supermarché actuel. S'il n'y a plus d'abeilles, c'est ça. C'est moyen, hein? Bon, c'est moyen. Qu'est-ce qu'il nous reste? Surtout les céréales. Plus de fruits, plus de légumes, plus de café, plus de chocolat, plus d'huile de colza, plus de noisettes. C'est gravissime. Bon, voilà. Alors maintenant, tous les agriculteurs redeviennent des éleveurs. Mais pas forcément des éleveurs de bestiaux. Des éleveurs de vers de terre, des éleveurs d'abeilles, des éleveurs de chauves-souris. Regardez, par exemple. C'est mignon, ça, non? Adorable. Adorable. La mésange. Près d'Angers, il y a un producteur de pommes. Et donc la pomme, c'est un problème, le ver dans la pomme, la carpocarps. Bien, et cet homme-là, il a installé 750 nids de mésanges. Pas un, hein, 750. La mésange a le bon goût de faire ses bébés en même temps que la carpocarps. Alors toutes les mères de famille disent ici, les bébés, c'est pas tout de les faire, il faut les nourrir. Alors je peux vous dire que 750 mésanges qui nourrissent le bébé, il n'y a plus de carpocarps. La mésange plus forte que Monsanto. Comme quoi, l'avenir. Bien, vous avez des mulots, élevez des chouettes. Vous avez des limaces, élevez des carabes. Autrement dit, l'agriculteur de demain, c'est pas celui qui est devant son mail ou son fax en disant que la chambre d'agriculture ou la coopérative lui dit aujourd'hui 250 grammes de poudre violette. Non, tous les matins, il va dire où en sont mes limaces, mais surtout mes vers de terre, mes mésanges, mes hirondelles, mes chouettes. Voilà, c'est un autre métier. Bien, et surtout les vers de terre. Bien. Alors ça, c'est pas chez nous, c'est en Chine. Mais ils s'en foutent, ces Chinois. Ils ont largué les canards dans la rizière. Non, ils sont pas fous. Ils ont un secret. C'est le canard qui aime pas le riz. Le canard qui aime pas le riz, c'est génial dans la rizière. À votre avis, il fait trempette ou il mange? Il mange. Qu'est-ce qu'il mange? Les mauvaises herbes? Le Chinois, il est paresseux. Pas de problème. Plus besoin d'arracher les mauvaises herbes. Mais excusez de l'élégance du propos, mais quand il a fini de manger les mauvaises herbes, derrière, rien ne se perd, rien ne se crée. La carpe. Autrement dit, dans ce champ, on fait autant de riz qu'avant, sans avoir besoin de bosser pour ramasser les mauvaises herbes. On fait du riz, plus de la viande, plus du poisson. Si c'est pas beau, l'avenir. Agriculture écologiquement intensive. Voilà. C'est ce que essaye de faire notre ministre. Bon, alors, c'est pas simple, hein, parce que les changements, c'est pas simple. Bien, alors je l'ai fait à la rigolade, je vous laisse lire ça. Voilà ce qui s'est passé sur Terre depuis que je suis monté ici. Donc, c'est gravissime quand même. Hein. Quand même gravissime. Bien, alors, en conclusion. Alors, on passe au vote. J'ai une motion à vous faire voter. Abstention. Vote contre. Adopté à l'unanimité par la CCI Sud-Manche. Merci. Attendez pas moins de vous. Bon, mais c'est pas simple. Alors, attendez, je l'ai fait à la rigolade, mais c'est gravissime. Mais pas désespéré. Alors, je vous propose un plan en 6 points. Ensuite, on va causer. Premier point, ne plus rien gâcher.
C'est valable pour tous les métiers, hein. Mais spécialement pour les agriculteurs. Parce que le gâchis dans l'industrie, c'est quand même compliqué, hein. Excusez-moi, mais c'est pour être saloperie. Hein, du tungstène, de l'antimoine, de l'arsenic et tout, pour retrouver ces petits, c'est compliqué. Mais le gâchis dans l'agriculture, quand on y réfléchit, du carbone, de l'azote, de l'hydrogène, de l'oxygène, que du bon ça, mon coco, comment on peut jeter ça? Quelle chance d'avoir du lisier de porc, je vais enfin pouvoir produire du méthane. Quelle chance d'avoir de la végétation, je vais enfin pouvoir faire du compost, etc. Il n'y a plus de gâchis. Donc ça va nous occuper pendant au moins 50 ou 100 ans. Il n'y a que de la matière première. Ça n'existe plus, le gâchis. Bien, modifier nos habitudes alimentaires. Alors ça nous concerne tous, hein. Moins de viande, moins de lait, moins de sucre, moins de sel, moins de matière grasse. Ou alors qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, plus de céréales, plus de légumineuses. Attendez, les faillots et les lentilles, c'est pas mal aussi, hein. Plus de diversité, plus de fruits et légumes de saison. Ah bon, ouf. Bien. Inventer cette agriculture écologiquement intensive qui produit plus et mieux avec moins. Alors, mais là, je vous dis, je vous l'ai fait sur l'agriculture, mais si vous êtes dans le bâtiment écologiquement intensif, si vous êtes dans le transport écologiquement intensif, hein, ça concerne tout le monde. Éventuellement chercher nos OGM à notre manière, mais enfin bon, ça, prévoir un petit délai, et comme je dis à mes élèves, si vous voulez des OGM, apprenez l'anglais. Ou le chinois, hein. Parce que je vous rappelle que, vous savez ce que c'est ça? Pur coton OGM, Parti communiste chinois. Ah ben, 85% du coton dans le monde, il est OGM maintenant, hein. Je vous signale, vous avez tous là, des OGM sur la peau, hein. Ouh, je dis ça. Bon. Mais d'un côté, c'est rassurant. Si jamais ça marche, les OGM, à la fin, la chambre de commerce va pouvoir nous apprendre à faire du commerce, on aura deux fournisseurs, Monsanto, Parti communiste chinois. Au moins, on pourra discuter les prix. Bien. Promouvoir l'agriculture vivrière dans le tiers-monde, je n'ai pas le temps d'en parler, mais si vous voulez, on peut en reparler. Promouvoir les programmes fin zéro et protéger les frontières et soutenir les agricultures. L'agriculture, mais enfin ça, c'est un plus long développement. Voilà, merci de votre attention. Désolé, mais on va y arriver. Donc, malgré les apparences, c'est pas foutu. Alors, avant qu'on discute, je voudrais demander une chose. Est-ce qu'il y a des agriculteurs dans la salle? Est-ce qu'ils peuvent se lever? Et est-ce qu'on peut les applaudir pour les encourager? Parce que c'est quand même un métier vachement important. Merci. On compte sur vous, les gars. Bien. Alors, on se cause? Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, si vous voulez en savoir plus, j'ai un petit blog, j'ai écrit 2 bouquins. D'ailleurs, il y en a là. Je crois que parmi vous, il y a un libraire. Et celui-là, dans un mois, sur la fin, ça y est, il est fini. Il arrive le 4 septembre. Voilà. Et sinon, mon petit blog. Mais je suis prêt à répondre à des questions si vous en avez. Mais j'ai abusé. Hein, pour vous donner un petit peu le moral. J'ai abusé du temps. Le micro, pardon. Et un petit coup. Je vous ai assommé, je sens. Hein. Ou alors c'est le buffet que vous attendez et vous avez raison. Oui, bon. Oui, monsieur. Bonjour, Gnaël Jean, et je suis fabricant d'aliments du bétail. Bien. Avec une spécialité particulière pour le cochon. Donc j'ai bien écouté votre discours, et c'est vrai que les conclusions qui sont pleines de bon sens, je les partage vraiment complètement. Il y a une chose, malgré tout, qui m'a interpellé, c'est le 6 kg de céréales pour faire 1 kg de cochon. Donc, quand on est très bon, c'est 5, c'est ça? Ou 4,5. Mais c'est jamais 2. Ah, et si, justement. Enfin, de céréales. Tout compris, de voilà. plantes. Aujourd'hui, si on ne regarde que le cochon tout seul, sans sa génétique, sans sa mère, aujourd'hui il faut 2,4 d'aliments. Au moment où on l'engraisse. Mais quand on compte tout... 2,8. Et c'est une moyenne aujourd'hui que l'on atteint ici en Normandie. Avec des aliments sans OGM, et aujourd'hui une filière qui se tourne vers le sans antibiotiques. Et donc, je le dis, monsieur Parmentier, avec tout ce qui... 2,8, tout compris? Oui.
Il faudrait que les profs de zootechnie d'Angers viennent vous voir, parce que... Non, du tout. C'est pas ce qu'ils disent, mais bon. Enfin, je crois, c'est vous le spécialiste. Oui, complètement. Et donc, justement, je me dis, monsieur le parmentier, avec son 6 kilos, il m'a démontré qu'il était loin d'être bête, au contraire. Je me dis... Et là, j'exagère. Je me dis... Et alors, pour le poulet, d'après vous, combien? Non, je ne sais pas. Mais pour le cochon, je peux vous le garantir, c'est aujourd'hui 2,8. Bon. Et ben, je vais aller revoir nos zootechniciens, parce qu'aucun de nos profs de zootechnie ne dit ça. Non, ils sont réputés je vous assure, je travaille, je ne suis pas ingénieur moi-même, mais je travaille avec des collaborateurs qui sont notamment issus de votre école. Et ceux-là sont les premiers et je peux vous assurer qu'ils sont bons. Et vraiment très bons. Meilleurs que moi. Mais il est vrai que ce sont des chiffres aujourd'hui tout à fait vérifiables. Alors je me suis dit, le 6 kg, il y a peut-être autre chose. Un chiffre faux, tout ce qu'il a dit est approximatif, c'est ça que vous êtes en train de dire. Un petit peu. Et non, j'espère en fait que vous me disiez, en fait, il faut des céréales en fait pour faire tourner à la base des usines qui ont construit les parpaings pour faire les bâtiments, pour faire tourner l'énergie qu'il faut pour l'élevage. Je pensais que c'était ça en fait. Bon, on va pas faire une discussion spécialiste. De toute façon, vous êtes le spécialiste. Moi, je ne suis qu'un saltimbanque, mais je suis quand même un saltimbanque qui a beaucoup écouté des zootechniciens et qui a fait beaucoup d'AG, de coopératives ou de groupements de producteurs de porc. Donc, je vais revérifier ça de près. Alors, une autre chose, puisque je vois en fait compte que le chiffre de 6 est quelque chose pas hasardeux toutefois. J'espère quand même que c'est un chiffre que vous tirez de quelque chose de juste. Mais aujourd'hui, il est important de montrer et de dire aux gens quand même que le cochon, depuis tout le temps, depuis la nuit des temps, il a accompagné l'homme. Pourquoi il a accompagné l'homme? C'est pour manger tout ce que l'homme ne consommait pas. Tous les déchets. Lorsqu'on mangeait des patates et qu'on épluchait les patates, les épluchés, on donnait au cochon. Quand on fait de la farine aujourd'hui et que le meunier, il extrait le bon grain de l'ivraie, la farine du son, le son pour les cochons, il part au cochon. Lorsqu'on fabrique, lorsque le sieur à Rouen fait tourner ses usines de trituration pour donner de l'huile. Alors, il est vrai, l'huile aujourd'hui produite par le sieur, ces usines Seppel à Rouen, ne va pas directement et ne va pas que pour l'alimentation humaine, mais en partie, et c'était... Et aussi pour la Peugeot. Il y en a aussi pour les cochons, puisque nous-mêmes, d'ailleurs, on a surtout le tourteau pour le cochon, et l'huile pour d'autres... Mais l'origine, c'est quand même d'abord la production d'huile végétale pour la consommer, parce que l'homme a trouvé quand même plus agréable de consommer aussi de l'huile et d'extraire l'huile, ce qui est une richesse des graines, pour la consommer en tant que huile, pour l'utiliser dans la cuisine, pour faire... Et c'est la base. Ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, et c'est vrai, je vous donne complètement raison, le tourteau, aujourd'hui, c'est devenu une deuxième richesse pour les usines Le Sieur. Ils ne tirent pas leurs revenus uniquement de l'huile. Ils vont parler en marge de trituration. C'est combien on peut vendre l'huile. Est-ce que l'huile, on peut en tirer un bon prix? Est-ce que le tourteau ne peut pas compléter ce prix? Et finalement, on fait aussi du tourteau, sans doute un petit peu pour faire du tourteau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'industrie agroalimentaire, lorsqu'on fait du sucre, on a des déchets. Oui. Lorsqu'on fait du lait, on extrait on fait des yaourts, on a des petits laits. Tous ces produits-là, qu'en ferait-on si on arrêtait de produire? Je dis du cochon parce que c'est ma spécialité. Mais qu'est-ce qu'on en ferait? Et aujourd'hui, je vous disais que le rapport alimentaire pour produire 1 kg de cochon, aujourd'hui il en faut 2,8. Et ça, c'est tous les jours que je peux vous le prouver. Et vous avez parlé de toujours produire moins, plus avec moins. Et c'est notre grand
c'est notre grand problème en fait dans l'agriculture, parce que plus on arrive à produire plus avec moins, et alors on ne doit pas savoir le dire aux consommateurs, mais plus on arrive à le faire, et plus on nous regarde de travers en disant mais ils ne sont pas un petit peu sorciers ces gens-là. En fait, les progrès génétiques, les connaissances en alimentation ont été tellement importants, c'est que votre chiffre de 6 kilos, il a certainement été vrai un jour. Mais aujourd'hui, on a vendu avec 2,8 et on le fait sans miracle. C'est avec une connaissance vraiment parfaite de l'alimentation et qui nous ont été apprises par des gens comme vous. Et pour terminer mon propos, c'est que justement la part aujourd'hui d'alimentation pour faire donc ce kilo de porc, la part de céréales pour faire ce kilo de porc, dans 2,8%. Céréales plus légumineuses, plus etc. C'est à peu près céréales uniquement. Hein. La part blé. Moi je parle de céréales plus légumineuses, c'est peut-être en partie ça. Alors céréales, uniquement céréales, c'est à peu près 60% de l'alimentation. Oui. D'un cochon. Et le reste... Donc déjà on se rapproche, parce qu'il faut rajouter 40%. 60%. Bon. Ok. Non, ce que je voulais... J'entends ce que vous dites. Je pense qu'on peut se dire... Le catastrophisme ne doit pas non plus nous mener... Je crois que les gens font beaucoup tous les jours. Et je crois que les agriculteurs sont là pour le démontrer. C'est un travail de tous les jours de faire avancer les choses. Et l'agriculture travaille beaucoup en silence. Et c'est peut-être ce qui est regrettable. Voilà. Alors, juste un mot que je voulais dire, pour nous les urbains, on a dans la tête que tout le monde doit être moderne, sauf l'agriculture. Il n'y a que pour la nourriture qu'on veut être à l'ancienne, la confiture à l'ancienne. Personne n'a jamais demandé de se faire opérer dans un hôpital à l'ancienne. Et il y en a bien qui collectionnent les voitures anciennes, mais enfin tout le monde veut des voitures modernes. Et en matière de nourriture, il y a cette idée folle, oui mais il faut faire comme avant, comme chez grand-père. Or, pour se nourrir, il faut absolument beaucoup d'innovation et beaucoup de recherche, et exactement dans ce secteur autant que dans d'autres secteurs. Et donc, on peut s'interroger sur notre vision un peu ringarde de l'agriculture, un peu symbolisée par le salon de l'agriculture, où on amène à Paris les petits-enfants pour dire « Regarde, quand j'étais petit chez grand-père, c'était comme ça. » Oui, mais on a le droit, on a le devoir de moderniser l'agriculture. Voilà. Oui, mais on peut le faire sûrement aussi, on peut servir de son ordinateur pour gérer ses lots de poulet, élever à l'ancienne avec des céréales. On peut faire aujourd'hui encore. Je veux dire, l'agriculture aujourd'hui, elle a le rôle de nourrir la population et on se sent trop souvent coupé de cette population. Moi-même, je fais des visites de groupe et on voit un tel décalage entre les jeunes enfants et la réalité de ce qu'ils mangent que c'est effarant. Je pense qu'il y a un boulot où on se sent souvent un peu seul par rapport à ça. Parce que je pense qu'on a un rôle important à jouer aujourd'hui. Vous dites qu'il faut l'agriculture doit être synonyme de modernisme tout en gardant ce savoir-faire et ce bon sens. J'ai tempêté quand j'avais 20 ans contre mon père sur ces méthodes, parce que j'ai trouvé ringardes, comme vous dites. Aujourd'hui, je les applique avec le recul, et parce que je vois le sourire chez mes clients. Donc je veux dire, je les satisfais en produisant quelque chose de bon. Et on peut produire bon. On pourrait par exemple rapporter les gens, vous voyez, les jardins ouvriers par exemple, c'est un exemple de savoir s'alimenter. Aujourd'hui, il y a plein d'associations, de petites coopératives qui existent, et ça, c'est des modèles qu'on pourrait après reporter dans les pays en voie de développement, par exemple. Absolument. C'est ce genre de... La FAO dit qu'il faut absolument mettre des jardins potagers partout où on peut dans les capitales du tiers-monde. Dans toutes les villes, ils sont tous pleins et les gens se plaignent de ne pas en avoir plus. Oui. On prend des hectares pour faire des zones industrielles ou artisanales alors qu'il n'y a même pas 2 hectares par ville de jardins ouvriers. Et c'est bien dommage. Même dans Paris même, ils sont retenus des années à l'avance. Et c'est pas le fait de cultiver 2 kilos de haricots qui est important, c'est le fait d'aller les cueillir, de pouvoir montrer à un enfant qu'on peut se nourrir autrement qu'en achetant du lait en prix ou du poisson pané. Voilà. Et ça, je pense que nous, agriculteurs, on a intérêt à tenir le bout par rapport à ça, on doit montrer l'exemple. Président. Oui, alors moi, ma question... Encore 5 minutes. Président. Ma question concerne le fait qu'aujourd'hui, on voit certains pays qui donc, sont confrontés au problème de l'alimentation, de
je dirais, de leur population, acquérir des terrains dans des pays, je dirais, étrangers, pour pouvoir satisfaire leur propre, je dirais, leur propre alimentation. Donc là aussi, je pense que ce danger de tout d'un coup, je dirais, voir un transfert, je dirais, de production dans des pays qui déjà sont dans des situations extrêmement difficiles sur le plan alimentaire, pour pouvoir nourrir leur propre alimentation. Alors, dessous, je dirais, cette réflexion, je pense à la Chine qui fait des acquisitions, je dirais, spécialement en Afrique, même dans d'autres pays, l'Amérique du Sud. Donc ça aussi, je pense que ça posera des problèmes plus tard de gestion, je dirais, de cette possibilité que s'accordent certains à aller faire chez d'autres ce qu'ils n'arrivent plus à faire chez eux pour différentes raisons. Vous m'autorisez à répondre dans 2 ou 3 minutes? Bon, alors, rien de nouveau sous le soleil. Au 19e siècle et au début du 20e, on avait plein de pauvres chez nous. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a exporté nos pauvres. On leur a filé un aller simple pour Pétaouchnok depuis Saint-Nazaire en disant « Trouve-toi une terre, fais-toi à manger, ici tu as du rame, on va te l'acheter. » Et on a colonisé la planète, l'Europe. Mais c'était un moment où on commençait à s'industrialiser et on ne savait plus comment faire. Bon, alors maintenant, c'est de l'autre sens. Bon, alors maintenant, c'est la Chine. Et finalement, la Chine, elle fait exactement comme nous. Elle exporte de la main-d'œuvre pour s'assurer l'approvisionnement alimentaire. Mais on peut remarquer qu'ils sont beaucoup plus civilisés que nous. Nous, on l'a fait à coup de baïonnette. Eux, ils n'ont jamais exporté un militaire. Pour le moment, ils font un coup de carnet de chèques. Et si on veut être très objectif, nous, avant de s'en aller, quand les Africains nous ont reconduits à la frontière, on a laissé 1 million de morts en Algérie. Bon, donc, les Chinois vont se faire reconduire à la frontière, mais comme ils n'auront jamais envoyé l'armée, on peut quand même... Bon, ils seront expropriés, ils gueuleront, mais il y a des chances que ça se passe mieux. Alors maintenant, pourquoi ça se repasse de nouveau une deuxième colonisation en Afrique? Et il y a quand même ce problème, c'est qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique où on produit moins de nourriture qu'il y a 60 ans, le jour de la décolonisation. Et ça, c'est pas possible du tout. La révolution verte agricole, elle n'a touché qu'un petit nombre de pays. Et grosso modo, il faut se dire, les zones où on est bon en agriculture, il n'y en a pas tant que ça. Il y a la Chine, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, plus quelques poches, un peu de Brésil, un peu d'Argentine, un peu d'Australie. Le reste, il y a d'énormes réserves de productivité, notamment dans tous les pays de l'Est et dans toute l'Afrique. Et donc, par exemple, mon épouse fait de l'humanitaire à Madagascar. C'est pas normal que Madagascar n'arrive pas à nourrir 18 millions de Malgaches. Et donc, ben c'est pour ça qu'on voit ça, qu'on a vu le Coréen Daewoo, qui était à Madagascar pour dire, mais attendez, on peut produire bien plus sur tes champs. Allez, je te loue le tiers du pays et tu vas voir ce que tu vas voir. Alors là, du maïs, ça va en sortir pour mes cochons des Coréens. Alors, c'est vrai que c'est très choquant. Et donc, bah, il y a eu un coup d'État à Madagascar, finalement, c'est les Chinois qui auront Madagascar, c'est pas les Coréens. Bon. Mais peut-être faut-il y passer par là. C'est-à-dire, il faut absolument trouver le moyen d'augmenter la productivité des terres dans les pays du monde où il n'y en a pas. Alors, je suis désolé que ça repasse comme ça, mais je ne peux pas, moi, être totalement pessimiste là-dessus. Parce que depuis 40 ans, c'est l'inverse, c'est l'indifférence. Tous les investisseurs disent « mais l'agriculture, c'est ringard, arrêtez, nous, on va vous nourrir. Et puis vous, bon, si vous voulez faire de l'agriculture, vous faites ce qui ne pousse pas chez nous. Le café, le cacao, le coton et l'arachide. Le reste, on va vous nourrir. » Bon, ben, depuis le début du 21e siècle, ils commencent à voir que ben, on va les nourrir juste quand on a du rap. C'est pas tous les ans. Et donc, ça fait réfléchir. Et donc, c'est vrai qu'il faut absolument augmenter la production agricole. Et par exemple, la spéculation aussi, j'imagine que d'autres voulaient me poser des... Bon, c'est vrai que c'est moralement, c'est pas admissible de voir des gens qui spéculent sur la nourriture. Mais maintenant, c'est l'épiphénomène. Si on produisait trop de nourriture sur Terre, je peux vous dire que les spéculateurs, ils iraient se faire voir ailleurs. C'est parce que on manque maintenant chroniquement de céréales, de légumineuses sur Terre que les gens s'y mettent. Et donc l'agriculture a besoin de nouveaux financements, de nouvelles technologies et d'une nouvelle révolution agricole pour produire plus. Et c'est ça qui est le cœur du problème.
Et donc, si on arrive à tripler la production agricole en Afrique, à la fin des fins, je pense qu'il y a des Africains qui reconduiront plus ou moins poliment les Chinois à la frontière et qui diront, bon quand même là, attendez, en Éthiopie, on doit pouvoir produire de la nourriture. En Angola, on doit pouvoir produire de la nourriture. Regardez un pays comme le Congo, Zaïre, République démocratique du Congo. Les agronomes disent, ce pays-là, ça devrait être comme le Brésil, un pays massivement exportateur. On peut produire pour 4 à 500 millions de personnes, rien que dans ce pays. Bon, ils se font la guerre toutes les journées, ils crèvent de faim. Mais le dernier mot n'est pas dit. Il y a encore beaucoup de régions du monde où on peut améliorer l'agriculture. Et regardons aussi la paille et la poudre. Il n'y a pas que les Chinois qui investissent, il y a plein de capitalistes européens qui investissent aussi. Hein. Il n'y a pas que. Merci, monsieur Parmentier. Vous voulez poser quoi, Loïc, ça qui se passe, vous avez parlé de politique, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer? Quelles sont les conséquences? Ah ben attendez, c'est un peu la même chose. L'Ukraine, c'est les meilleures terres du monde. Dans les années 30, le cours mondial du blé se décidait, vous savez où? À Odessa. C'est pas du tout à Chicago. C'est les meilleures terres du monde. Actuellement, après 60 années de communistes, alors quand ils sortent 30 kilos de blé à l'hectare, ils sont contents. 30 quintaux. Mais attendez, je rêve. En Champagne, où il n'y a que des cailloux, on sort 80 quintaux. Je ne peux pas me réjouir qu'on ne sorte que 30 quintaux en Ukraine. L'Ukraine peut au moins, au bas mot, doubler sa production agricole. Mais évidemment, s'ils se font la guerre, il n'y a pas de danger que ça marche. Déjà, il faut qu'il y ait la paix, parce que le blé ne se marie jamais avec la Kalachnikov. Et deuxièmement, il faut une véritable révolution agricole. Mais du coup, nous aussi, on fait une colonisation là-bas. Il y a pas mal d'agriculteurs ouest européens qui vont louer des terres en Roumanie, en Bulgarie, en Ukraine, en disant, attendez, c'est devenu des friches. Attendez, on ne peut pas se contenter du fait qu'une partie des meilleures terres du monde soit plus cultivée. Donc ça durera encore moins longtemps qu'en Afrique. Les Bulgares renverront les paysans hollandais et français vite fait à la frontière. Mais en attendant, il faut absolument augmenter la production agricole en Bulgarie, en Roumanie et en Ukraine. Et ne parlons pas de la Russie. C'est vrai que dans ma politique internationale de l'école, quand j'allais voir des universités agricoles en Russie, mes collègues étaient totalement désespérés en disant « Poutine s'en fout. C'est lui qui a les plus grandes terres. Les terres ne vont cesser d'augmenter parce que la planète va se réchauffer. Poutine s'en fout en disant « J'ai du gaz, j'achèterai du blé. » C'est vachement rassurant. Alors que les directeurs d'universités agricoles en Ukraine, ils étaient excités comme des puces en disant on va reprendre notre rôle, qui est le rôle de grande puissance agricole. Bon, pas de bol, ils se font la guerre. Mais j'espère que, une fois stabilisée, l'Ukraine redeviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, un grand pays exportateur de céréales. Très bien, monsieur Parmentier, merci beaucoup. Moi, je reste avec une idée positive, au moins une formulation positive, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est qu'il y a plein de pays, plein de territoires, plein de terres où on ne cultive rien ou trop peu. Voilà. Donc il y a un potentiel énorme. 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 Donc je relativise un petit peu votre pessimisme par cela. Non. Et, je pense qu'on peut y arriver. Il ne faut pas simplement avoir comme objectif dans les pays, je dirais, évoluer, de produire plus, alors qu'on déjà on produit suffisamment pour nous, largement. Il faut plutôt aller apprendre aux autres comment produire le minimum pour vivre. Et là, il y a un potentiel maximum, donc je crois que finalement, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants, ici et là, et maintenant les Chinois demain et les Africains après-demain, nous pourrons se nourrir malgré tout. Chez nous, il s'agit de produire plus avec moins, et chez eux, il s'agit de produire beaucoup plus avec d'autres techniques. Donc c'est possible. Voilà, et bien un petit espoir quand même. Et puis vous allez voir, demain soir, vous allez vous purger de pessimisme en regardant béatement le match. Bonne soirée, et on se retrouve en bas pour partager le pot et un petit buffet. Merci encore à tous. Merci, monsieur Parmentier.